Bienvenue à tous, bonjour. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler d'achat de performance, d'achat de valeur, d'achat complexe, une thématique qui est donc très chère à Johnson Johnson. Alors pour cela, on a réuni donc tout un groupe de travail, réuni autour de pharmaciens, d'acheteurs, aussi des représentants de nos institutions. Le groupe est composé et je me permets d'introduire un peu des personnes qui vont intervenir. Donc Sophie Carlier, qui est chargée de mission en programme phare, responsable des achats donc à l'ED Complexe et d'achat d'innovation à la DGOS. Bonjour Sophie, bonjour Madame Carlier. Marion Castel, Molière, pharmacien PH, responsable des achats médicaux CHU Toulouse. Yves Ingels, pharmacien PH, CH de Valenciennes. Bonjour Monsieur Ingels. Valérie Bonjour. Mermet, pharmacien PH, qui est aussi responsable des départements d'achat Biomède et associé direction d'achat aux HL. Bonjour Madame Mermet. Franck Perrin, coordinateur d'achat médicaux, direction achat et logistique du CHU de Nancy. Ronan Talek, qui est directeur des achats au CHU de Rouen. Bonjour, Monsieur Talek. Et Claire Bonjour. Chabloz, directrice médicale de Johnson Johnson MedTech. Bonjour, Claire. Donc, aujourd'hui, le groupe et moi-même, Cyril Chagnard, manager des grands comptes Johnson Johnson MedTech. Donc, aujourd'hui, le groupe va essayer de répondre à quelques questions, plutôt 5 questions que vous voyez ici à gauche. L'intérêt à aller sur cette nouvelle démarche achat. Quels sont les préalables lors de lancement de projets complexes au sein de l'établissement? Quelles sont les attentes dans les relations avec les fournisseurs? Quelles sont aussi les mesures de la performance, définition des KPI, des suivis? Et puis, on finira par les outils juridiques portés par une initiative de la DGES, portée par Sophie Carlier. Voilà, donc, point important, puisque vous assistez à ce symposium, vos réflexions, vos questions nous intéressent. Donc, voilà, ayez à portée de main votre téléphone, car pour chaque partie, en fait, on serait invité à répondre à un sondage qui s'adresse aussi bien aux pharmaciens, acheteurs qu'aux industriels. Et puis, à la fin de chaque partie, donc, on prendra une question dans du Q&R. Et puis, le groupe s'engage aussi à répondre à toutes vos questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Donc, on prendra vos questions à la fin et puis on prendra le temps de répondre au cours de la semaine. Donc voilà, pour commencer, on va revenir sur la définition de l'achat basé sur la valeur avant de commencer un premier sondage. Et je laisse la parole à Claire qui va prendre ma place. C'est plus simple pour des raisons d'organisation. Merci beaucoup, Cyril. Bonjour à tous. Ravi de vous accueillir dans ce webinaire. Donc, pour commencer, quelques définitions sur la valeur. J'espère que tout le monde m'entend bien, sinon vous mettez un petit mot dans le chat. Alors, on se base sur un concept, une définition assez claire et précise, donc qui a été conceptualisée par Michael Porter et Elisabeth Teisberg il y a quelques années. La valeur en santé ou value-based healthcare, c'est le résultat qui importe le plus aux patients, rapporté au coût total pour atteindre ce résultat. Et en fait, cette définition, elle a l'énorme avantage de rassembler tous les acteurs du système de santé vers un même objectif, avec l'objectif premier de répondre aux besoins, à ce qui compte le plus pour les patients. Alors, si on va un petit peu plus loin sur le sujet d'aujourd'hui, c'est l'achat par la valeur. Eh bien, l'achat par la valeur, et c'est le value-based procurement aussi. À ce moment-là, ils souhaitent connecter le prix d'un produit, d'un service, au résultat pour le patient. Et au résultat pour le patient qui est obtenu, bien sûr, qui est mesuré en tant que tel, mais aussi à tous les bénéfices qui amènent à ce résultat pour le patient. Donc, les bénéfices pour les soignants, est-ce que c'est plus facile de travailler, moins contraignant, plus rapide? Est-ce que l'hôpital aussi va pouvoir prodiguer des meilleurs soins de meilleure qualité pour les patients grâce à ces produits, ces solutions qui vont apporter des résultats meilleurs du point de vue des patients? Et bien sûr, tout ça, toujours rapporté au coût total pour atteindre ce résultat. J'ai pris ici, très important, la référence de Sophie Carlier que je cite parce que c'est bien les définitions qui sont utilisées dans le programme phare et c'est très important qu'on partage les mêmes définitions. Et pour aller un petit peu plus loin encore, qu'est-ce que c'est que le value-based procurement? Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on se place au niveau d'une approche multidisciplinaire avec une collaboration entre tous les acteurs de soins, les acheteurs, les fournisseurs. D'une part parce que on doit prendre en compte l'ensemble du parcours du patient puisqu'on crée de la valeur pour le patient, non pas seulement autour d'une procédure chirurgicale, mais bien à l'échelle d'un parcours de soins.
et puis que ça nécessite qu'on travaille tous ensemble autour de la table avec cet objectif commun et partagé. Donc la démarche, elle peut être que multidisciplinaire et collaborative. C'est une approche aussi gagnant-gagnant parce que on n'est pas sur un gâteau sur lequel, eh bien, si toi tu en prends un peu plus, eh bien moi j'en prends un peu moins. On crée de la valeur et on partage la valeur qu'on crée. Donc tout le monde a y gagné, que ce soit le patient, l'établissement de santé, l'industriel et les acheteurs. Tout le monde y trouve son compte et c'est pour ça qu'il faut qu'on discute ensemble avec un objectif partagé. Donc c'est une approche également donc qui est axée sur la valeur versus l'habitude qu'on a de plus fréquemment encore aujourd'hui, le prix et le volume. Donc ici, le prix est rattaché à la valeur et non pas à un volume d'actes parce que ici, on s'intéresse vraiment au résultat pour le patient et non pas à un volume d'actes qui n'a pas de sens en termes de résultats patient. Et le dernier point, c'est une approche adaptable parce que en fonction des projets, la façon de s'y prendre, le projet en lui-même va être très différent en termes d'ampleur, en termes de qui va être autour de la table. Donc, c'est une approche dont le principe de base, créer de la valeur pour le patient d'abord, avec tout ce qui peut amener une amélioration du résultat pour le patient, c'est le principe de base. Mais autour de ce cadre de base, eh bien, l'approche va être bien sûr adaptée à toutes les problématiques, puisque le but, c'est de répondre à une problématique qui va améliorer le résultat pour le patient. Alors, pourquoi Johnson & Johnson s'intéresse tant et porte tant ce sujet-là? Parce que d'abord, on est un acteur du système de santé et je crois profondément que si on discute achat par la valeur, on est obligé d'être autour de la table, qu'on a sans doute une contribution pour atteindre ce résultat pour le patient, que, eh bien, chez Johnson & Johnson, notre boussole, ça s'appelle le credo, il dit en premier qu'on se lève le matin pour aller créer un meilleur résultat pour les patients. Et j'ai l'habitude de dire en interne à mes collaborateurs que dans un système basé sur la valeur, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on fera vraiment vivre notre credo. Donc, pour toutes ces raisons, eh bien, on est ravis de vous accueillir et puis d'en apprendre plus avec vous tous cet après-midi. Merci. Hop. Merci beaucoup, Claire. Donc, je propose qu'on commence par un petit sondage. Donc, je vous laisse quelques instants pour prendre votre téléphone et de scanner ce QR code, ce qui vous permettra d'accéder à Booklab, la session Booklab. Donc, j'aurais pu mettre la musique d'Angèle, qui est un étude qui concerne notre objet, source de frustration, le téléphone portable. Je vous laisserai le regarder, le truc assez intéressant. Donc voilà, scanner donc ce code barre. Et puis, bien sûr, je reviendrai systématiquement sur les questions et je resensibiliserai sur ce QR code à chacune des questions. Donc, sans attendre, en attendant qu'il y a peut-être d'autres personnes qui vont se connecter, la première question qu'on va vous poser aujourd'hui concerne la première partie sur l'intérêt des nouvelles démarches achats. Donc, considérez-vous que la manière dont vous réalisez vos achats aujourd'hui produisent les mêmes performances économiques qu'avant? Donc, oui ou non, assez simple. Donc, je vous laisse cliquer dessus, vous répondre. Donc, c'est juste rapidement, c'est assez simple comme première question. Et ensuite, on va laisser donc la parole à Ronan Tadek, le directeur des achats au CHU de Rouen. Pour le temps que tout le monde se mette en place, on va avancer. Donc, pardon, je reviens là-dessus. Juste à 83%, donc les personnes ont répondu que non, en effet, il fallait donc évoluer sur la manière dont on réalise les achats aujourd'hui pour améliorer la performance économique. Ronan Tadek, je vous laisse la parole concernant cet intérêt à aller, la réflexion que le groupe a portée sur l'intérêt à aller sur ces nouvelles démarches achats. Oui, bonjour à tous. Écoutez, je vous propose quelques idées qui décrivent cet intérêt à aller vers ces nouvelles démarches d'achat basées sur la valeur. Alors peut-être en partant d'abord d'éléments de contexte, en rappelant que la fonction achat dans les établissements de santé s'est transformée au cours des années, souvent d'ailleurs encouragée par le
le programme phare qui a été déployé il y a une dizaine d'années par la DGOS. Et donc, on a observé une montée en compétences, une augmentation de la professionnalisation, la performance des achats dans les hôpitaux, et puis aussi des changements d'organisation plus adaptés. Et tout cela facilite évidemment l'adhésion à ces nouvelles pratiques. Par ailleurs, eh bien, les leviers classiques de la performance achat ont été largement activés ces dernières années avec ces leviers sont la massification, le juste besoin, la standardisation, l'action sur les prix. Ces différents leviers ont également atteint leurs limites depuis quelques années parce qu'ils ont été très étudiés, très travaillés. Et enfin, de façon peut-être plus conjoncturelle, le contexte inflationniste actuel, en lien aussi avec les crises des approvisionnements qui impactent la supply chain, nous incite vraiment à rechercher d'autres voies de performance. Donc, voilà, quelques éléments de contexte qui illustrent l'intérêt à aller explorer de nouvelles dimensions, mais notamment sur l'amélioration du parcours patient, le développement de l'efficience des pratiques de soins. Alors, quelles sont ces nouvelles approches intéressantes? Bon, elle repose d'abord sur le fait de se poser la question du bénéfice global pour l'hôpital d'un acte d'achat, du bénéfice pour le patient d'un acte d'achat, quelle valeur ajoutée peut-on dégager de nos contrats. Et donc, on a pu développer depuis quelques années donc, le couplage dans un même projet d'achat de dispositifs médicaux et d'achat d'optimisation de processus médicaux. Et c'est cette optimisation des processus médicaux qui crée la valeur ajoutée, évidemment, du contrat d'achat. Ainsi, donc, on passe d'une logique traditionnelle d'achat de produits ou de services à une stratégie d'achat de solutions complètes. Alors, quels sont les freins à ce type de démarche? Eh bien, bon, c'est évidemment les freins de l'habitude en fait qui nous a conduit pendant de longues années à travailler sur des achats classiques en silo, hein, par segment, par produit. C'est une limite évidemment par rapport à cette approche nouvelle de décloisonner, plus horizontale, mais aussi plus complexe. Quid des achats mutualisés? Alors oui, c'est possible. Il existe des offres sur étagère auprès des opérateurs nationaux, mais ce n'est pas optimal, hein, puisque la personnalisation est un élément clé de ce type de projet où on va vraiment faire en sorte qu'une offre fournisseur puisse rencontrer un projet médical, un projet hospitalier. J'ai évoqué la professionnalisation des directions achats dans les établissements de santé qui a cru ces dernières années, mais il reste encore effectivement des hésitations et puis parfois aussi la méconnaissance des acheteurs de ces nouvelles approches d'achat basées sur la valeur. Enfin, vous l'avez évoqué tout à l'heure déjà, le travail pluridisciplinaire est une des valeurs ajoutées de ces démarches, hein, qui doivent associer plusieurs expertises au sein de l'établissement de santé. Hein. Bien sûr, il faut y ajouter le fournisseur, qui est un acteur, une partie prenante importante de ce projet, bien évidemment, mais au sein de l'hôpital, on va associer pour ce type de projet, puisqu'on va toucher à la fois l'achat de dispositifs, de services, d'équipements, donc toutes les parties prenantes de l'achat, mais également les acteurs médicaux et soignants de l'hôpital, mais également les acteurs des finances qui vont nous aider aussi à construire et à monitorer les indicateurs associés à ce type de contrat. Merci beaucoup, M. Talek. Donc, comme on vous l'a expliqué, on vous incite à poser vos questions sur chacune des parties. Donc, je vois qu'il y a une première question, on va la prendre, celle-ci. Donc, est-ce que ces nouvelles approches ne vont-elles pas augmenter, au contraire, nos coûts budgétaires? Est-ce que ces nouvelles approches ne vont-elles pas augmenter, au contraire, nos coûts budgétaires? C'est une question pertinente. M. Talek, je vous laisse répondre. Je dirais qu'il y a forcément une mise de base, un investissement
pour l'établissement de santé au départ pour se lancer dans ce type de démarche qui peut avoir qui peuvent induire des coûts initiaux, mais cet investissement est récupéré largement par la création de richesses, de valeur, par les recettes d'activité générées par ces projets, par l'amélioration de la productivité générée par ces projets. Donc, il y a vraiment un gain important qui compense largement l'investissement de départ, je dirais, en première intention. Très bien. Merci, Monsieur Talek. On continue. Donc, pour ceux qui n'avaient pas eu le temps de scanner le QR code pour répondre au prochain sondage, je vous laisse quelques secondes là, pour le scanner et puis on va continuer. Sur la deuxième partie, quels sont les préalables donc, au lancement de projets complexes. Et on va commencer par vous poser une première question, un peu plus cette fois-ci complexe comme question. Quels sont les freins internes à l'établissement selon vous? Donc, il y a 5 propositions qu'on va détailler. À vous de les classer de 1 à 5, 5 étant le frein le plus important. Donc, la première proposition, l'organisation en silo dans l'établissement, budget et approche séparée. Donc, est-ce que frein, c'est un gros frein, donc mettez 5 ou faible. Le focus uniquement sur les prix. La priorité au court terme, dans une phase d'exécution. La problématique de manque d'expertise en coût total de soins. D'accord? Et puis, le dernier point, on revient sur la data, les données, la difficulté à créer, consolider la donnée pour suivre le projet. Donc, je vous laisse quelques instants de voir un petit peu, donc organiser, hiérarchiser un petit peu ces 5 propositions. Alors, n'hésitez pas à répondre, à réfléchir. Alors, ce sont des questions qui ont aussi été portées au niveau européen par des consultants. Donc, c'est intéressant ensuite de comparer un peu ce qui se passe en France, comparer dans d'autres pays. Donc voilà, ça peut énormément nous servir dans nos réflexions. Donc, on va déjà voir ce que ça donne et puis continuer. Je vais laisser encore quelques instants. Ce n'est pas évident. Globalement, c'est assez réparti lorsqu'on voit un peu les réponses. Certainement, consolider la data, créer et consolider la data semble être le frein le plus important, suivi de cette organisation en silo et ce manque d'expertise en total de soins. Voilà un peu ce qu'on peut dire rapidement en questionnant un peu l'auditoire. Sur ce, je vous propose qu'on rentre un peu plus en détail de cette deuxième partie. Yves Engel, je vous laisse commencer, et puis ensuite Valérie Mermel. Donc, je vais attaquer moi, pour tout ce qui est préalable, évidemment, lors du lancement de ces projets complexes. Donc, je vais démarrer et ensuite, je pense que c'est Valérie qui prendra la suite. Donc, en termes de prérequis, évidemment, il faut que tout le monde s'entende. Donc, il faut qu'on travaille avec l'ensemble des acteurs qui vont être concernés donc, au sein de l'établissement. Donc, il faut qu'il y ait une convergence d'objectifs entre les parties prenantes. Il faut qu'il y ait vraiment une création d'une culture collective, une culture d'entreprise, j'ai envie de dire, plus qu'institutionnelle. Et dès les phases amont, donc il y a aussi une problématique qui est importante, c'est qu'on soit averti ou qu'on ait connaissance des projets bien avant l'espérance de l'échéance souhaitée, pour que chaque partie ait le temps d'inscrire en fait un peu ses parties en fonction de ses compétences et pour qu'on puisse avoir la discussion nécessaire donc pour obtenir un rendu commun final, sachant que ça va être une mise en place d'une stratégie commune donc qui va être également partagée avec quelque chose qui est fondamental, c'est de bien identifier les attendus, donc le résultat final, quel est le but, au final, le vrai but de l'achat. Donc évidemment, pour tout ça, il va falloir une impulsion, surtout un soutien des directions générales. Donc il faut que nos directeurs généraux et nos directions apportent les moyens et également soutiennent en termes d'accompagnement et
de stratégie, puisque forcément, il y aura des ressources. Aujourd'hui, les ressources achats ne sont pas forcément toujours bien identifiées. Il va falloir améliorer tout ça vers des réelles fonctions achats donc, qui sont aujourd'hui bien plus matures que ça ne l'était dans le passé, mais qui peuvent encore continuer donc, à maturer gentiment. Et tout ça pour, au final, avoir quelque chose donc, de vraiment efficace en termes d'optimisation du résultat et au final d'optimisation des soins, puisque le but, il est bien là, il est d'optimiser donc l'efficacité de la réponse à une demande d'achat, une demande de prestation, une demande d'un dossier particulier. Merci, M. Hidels. Si on continue dans cette réflexion-là, je vous laisse, Valérie Mermet, continuer la réflexion du groupe, partager le... Oui, donc pour poursuivre sur la thématique des préalables au lancement de ces projets au sein d'un établissement, donc on parle effectivement de solutions globales, de parcours patient, de solutions associant de la fourniture à du service, quel qu'il soit. Donc il apparaît assez évident qu'il est nécessaire de rédiger un programme fonctionnel ou en tout cas un cahier des charges fonctionnel qui permette l'achat de solutions, donc de solutions globales. Et ces approches globales transversales nécessitent effectivement, comme on l'a déjà dit, de sortir des organisations en silo, puisqu'il faut en fait associer toutes les parties prenantes, mettre en commun des budgets, mettre en commun des approches. Ces approches de projets complexes, ou en tout cas d'achat de valeur, nécessitent d'engager des projets transversaux, puisqu'on va bien chercher de l'efficience de prise en charge ou de l'efficience de solution. Donc, ça ne peut passer que par ce biais-là. On reviendra tout à l'heure sur la notion, mais c'est vrai que dans la présentation, on peut très facilement avoir l'impression que ces approches ne se prêtent qu'à des très gros projets transversaux et qui, par conséquent, seraient assez limités en nombre, notamment au sein de chaque établissement. Il est toutefois toujours possible d'appliquer la philosophie ou en tout cas ce type d'approche à des projets de plus petite ampleur et on y reviendra plus tard dans la présentation. Il faut être conscient, donc on précisait également auparavant que ces projets-là étaient consommateurs de ressources, notamment tant au niveau des établissements que chez les fournisseurs. Mais il faut bien avoir conscience que le mode projet ne s'arrête pas à la notification et surtout pas à la notification, puisqu'en fait la notification du contrat d'achat, c'est le début de l'histoire et il faut que les instances et les modalités de pilotage du contrat soient très clairement définies et contractualisées avec l'industriel. Et comme je disais tout à l'heure, en faisant écho à des plus petits projets, en fait, il faut arriver à démystifier aussi ce type d'approche, puisque les remarques, ou en tout cas les questions, tournent souvent autour de la maturité de la fonction achat dans les établissements, des ressources disponibles. Donc, ce type d'approche ne concerne certainement pas que les gros établissements, ou en tout cas, ou que les majors de l'industrie pharmaceutique. Mais voilà, donc c'est vraiment un type d'approche, un type de réflexion. On reviendra tout à l'heure sur les indicateurs de performance, par exemple, qui peut tout à fait s'appliquer à des projets de plus petite ampleur. Alors justement, on pourra vous donner des exemples. Justement, oui. Mme Mermet, je vois qu'il y a une question qui insiste. Est-ce que ces approches sont vraiment applicables à des projets de petite ampleur? Est-ce que vous êtes un exemple où, voilà, parce que je sens que c'est un sujet qui questionne un peu les auditeurs. Alors oui, très clairement. Alors des exemples, pas forcément de façon très concrète, en tout cas qui n'apporteraient peut-être pas à l'échange, mais en fait de mettre des objectifs d'efficience, des objectifs de bénéfice global dans des achats plus limités. On peut limiter à une typologie, de dispositifs, à une gamme de dispositifs. On peut limiter à un service, un bloc, par exemple. Donc voilà, et ça permet d'aborder l'approche par des projets un peu moins complexes et de se rendre compte que c'est tout à fait réalisable et pertinent de le faire aussi sur ces plus petits projets. Merci, Madame Mermet. Je vous propose qu'on avance, qu'on passe donc à une nouvelle partie. Et je rappelle, pour ceux qui ne sont pas encore connectés, de scanner avec
votre téléphone le QR code pour répondre au prochain sondage. Donc, troisième partie qui va concerner les relations entre l'industriel et le client, les hôpitaux. Et la question qu'on vous pose, pensez-vous plutôt finalement que votre interlocuteur, que ce soit fournisseur ou client, doit se plier à vos exigences? Donc, c'est vraiment un questionnaire, une question pour les fournisseurs comme pour les clients, ou qu'il faut créer une relation gagnant-gagnant équilibrée. Question assez simple, et bon, on peut s'attendre à tout sur les réponses. Et donc, je vous laisse quelques instants pour répondre. Donc, pensez-vous plutôt que votre interlocuteur, que vous soyez un client ou un fournisseur, doit s'adapter et se plier à vos exigences, ou qu'il faut créer une relation gagnant-gagnant équilibrée? Alors, on va avancer rapidement pour voir un petit peu. Bon, on est tous d'accord, en tout cas avec l'auditoire, essayons de créer une relation de gagnant-gagnant équilibrée. Et justement, pour en parler, j'ai cette parole à Ronan Talek, qui est directeur achat chez Drouan. Monsieur Talek. Oui, merci. Oui, il s'agit bien sûr du point de vue d'un hospitalier ici. Hein, donc, mais pour moi, en tout cas, les éléments clés du succès pour les fournisseurs, dans cette relation nouvelle, c'est le produit de services d'expertise, de valeur ajoutée. Donc, c'est important pour le fournisseur de mettre en avant et de valoriser l'ensemble de son offre. Deuxièmement, puisque effectivement, il doit comment dire, accompagner le client dans la durée. Donc, c'est sa capacité à accompagner l'établissement, effectivement, par une présence sur le terrain, mais également pour mettre en place les nouvelles organisations qui ont été décidées par le groupe projet hospitalier pour mesurer les impacts, pour s'assurer de la bonne application de ces mesures. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme, disons, sur le positionnement aussi du fournisseur dans l'établissement, adapté aussi ou ciblé sur les organisations médicales. En miroir, évidemment, on a toujours au niveau de l'hôpital la nécessité, il est attendu du point de vue de l'hôpital, effectivement, de monter son niveau de professionnalisation pour pouvoir conduire ce type de projet. L'acheteur lui-même devant être en veille vraiment du marché fournisseur pour pouvoir aussi activer ce nouveau levier. Pour le fournisseur, comment cela se traduit-il au niveau de la construction de son offre? Alors, effectivement, on suggère qu'il essaie de transformer son offre produit en une offre fonctionnelle, basée d'abord sur l'écoute des besoins des établissements. Donc ça, c'était vraiment important. Autant, effectivement, l'établissement de santé doit être à l'écoute du marché fournisseur. Parallèlement, donc, cette écoute des besoins des établissements par le fournisseur est vraiment essentiel. On a cité ici le sourcing partagé, bidirectionnel, c'est vraiment important. Il s'agit donc, dans son offre fonctionnelle aussi, de mettre en avant toutes les expertises internes de produits, de services, mais aussi de supply chain, de RSE, qui sont des axes vraiment d'intérêt majeur aujourd'hui pour les hôpitaux, donc qu'il s'agit donc de partager avec les établissements de santé. Et enfin, dans cette offre fonctionnelle, il faut sans doute aussi s'engager il s'agit de s'engager sur des objectifs avec notamment des notions d'intéressement et de partage de risques. Y a-t-il un effet de structure? Ça, c'est une question aussi qu'on peut se poser. Pour les plus grosses structures industrielles, il y a souvent des ressources disponibles, les expertises existent, mais le manque de transversalité entre les différentes divisions, entre les différents secteurs d'activité, risque d'amener aussi à un non-alignement sur les objectifs du contrat. Donc ça, c'est vraiment un élément important de trouver le
le bon niveau d'alignement des différentes structures de l'entreprise. Pour les plus petites structures, là, on peut observer peut-être l'absence de certaines ressources, de certaines compétences pour porter des projets complexes, mais ces compétences externes aussi peuvent être réunies, notamment dans le cadre de groupements. Donc, voilà, en conclusion, pour ma part, en tout cas, je peux dire que la relation client-fournisseur est modifiée de fait. Hein. On évolue vraiment d'une relation achat-vente classique vers la construction avec l'ensemble des acteurs qu'on a décrits tout à l'heure. Hein. C'est une approche pluridisciplinaire d'un projet centré sur la valeur pour l'établissement et le soin délivré aux patients. Très bien. Je vous invite toujours à poser vos questions. J'en vois une qui vient certainement d'un fournisseur. Est-ce que ce type de démarche justifie de nouvelles compétences internes chez le fournisseur? Alors plutôt que de parler de compétences, peut-être il faudrait parler d'acculturation interne de l'entreprise. Donc, il faut vraiment, c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure, il faut vraiment que l'ensemble des acteurs et des parties prenantes de ce projet soient bien alignés sur les objectifs. Et donc, à la fois depuis le plus haut niveau, le manager de l'entreprise jusqu'au vendeur de terrain, j'allais dire, il faut vraiment qu'on ait une démarche d'acculturation générale et donc d'alignement sur les objectifs du projet qui va être mis en place avec l'établissement de santé. Bon, je pense que c'est un beau challenge pour nous industriels. Je vous propose qu'on continue. On va passer donc à la 4e partie. Pour rappel, voilà le QR code, mais je pense que tout le monde l'a saisi. Donc, 4e partie, il va concerner la mesure de la performance. Voici la question qu'on vous propose. Quel doit être le moment finalement prioritaire d'implication des industriels dans la mesure de la performance d'un projet? Donc, une seule réponse parmi ces 4-là. Est-ce qu'il faut que ce soit donc ce moment prioritaire que vous pensez où l'industriel doit s'impliquer, et je laisse aussi l'industriel de répondre? Est-ce que c'est en amont la collaboration pour définir les bons KPI? Est-ce que c'est dans les outils de mesure où ils sont attendus? Ou est-ce que c'est dans la gestion des mesures qu'on attend vraiment une implication forte de l'industriel ou dans l'évaluation des résultats? Et ensuite, nous demanderons à Valérie Mermet d'introduire cette 4e partie sur la mesure de la performance. Ouais, pas une question facile. Je vois que c'est compliqué. On a essayé, on essaye d'être interactif au maximum. C'est pas forcément évident. Sont prioritaires. Ça demande aussi d'avoir aussi une expérience sur ces achats aussi complexes. Donc, on va déjà regarder un petit peu les résultats. Donc, il y a quand même à 80%, c'est en amont de la collaboration pour définir les bons KPI. Et on va voir si Valérie Mermet confirme cette approche-là et dans le style de mesure de la performance. Madame Mermet, je vous laisse introduire le sujet. Alors, pour démarrer, une idée clé ou une définition assez générale de ce qu'est un indicateur clé. Donc, en fait, ces indicateurs clés, on en a l'habitude sur des projets entre guillemets classiques ou ces projets complexes. Donc, en fait, ils doivent permettre de structurer et de suivre les engagements au regard des objectifs fixés. Donc, une fois qu'on a dit cela, en fait, effectivement, on confirme que ces indicateurs doivent être définis et arrêtés conjointement avec l'industriel dans le cadre d'une relation de confiance entre les parties, puisqu'effectivement, en général, sur ces contrats ou sur ces achats ou projets complexes, on sort d'une relation classique de fournisseur-client et on passe plutôt sur une relation de partenaire, donc une relation de partenariat qui est équilibrée entre les parties. Donc, l'objectif, effectivement, quand on parle d'indicateurs clés de mesure de la performance, l'objectif n'est pas de contrôler le fournisseur, mais bien de mesurer l'atteinte des objectifs de performance qui ont été contractualisés. Donc, en fait, un indicateur seul n'a pas de sens, puisqu'en fait, il faut conjointement avec l'industriel définir qui le suit,
comment on le suit, donc notamment quels sont les outils, à quelle fréquence et quels sont les objectifs qui sont ciblés. Et surtout, dans le cas d'une non-atteinte, en tout cas des niveaux cibles ou des objectifs cibles, prédéfinir un plan d'action qui permettra de remettre le contrat ou la relation partenariale dans un objectif d'atteinte de la performance qui était visée. Et le cas échéant, c'est souvent le cas sur ces achats complexes, le suivi de ces indicateurs et le niveau d'atteinte de la performance peut embarquer ou en tout cas déclencher des mécanismes financiers. Donc ça peut être du bonus-malus, ça peut être une partie variable du paiement qui est associé à l'atteinte des objectifs partiels, total. Et donc, tous ces éléments-là sont très clairement définis dans le cadre du contrat pour que, voilà, ce ne sont pas des éléments dont on discute une fois le contrat signé. Donc, il est bien évident que l'indicateur doit être impérativement et intimement lié à l'objectif à atteindre. On n'est pas sur des mesures d'indicateurs standards ou très généralistes pour une mesure de bénéfice patient, pour une mesure de réduction de DMS ou toute autre cible. Donc, comme je l'ai dit, cet indicateur peut emporter une part importante de la rémunération. Donc, on parle dans ce cas-là de partage de risque. Le fournisseur s'engage à ce que sa solution permette d'atteindre la valeur cible ou la valeur contractualisée et on paye à l'atteinte de ses objectifs. Donc, cet indicateur ne doit être ni trop généraliste ni plurifactoriel, puisqu'effectivement, il est toujours compliqué ou toujours difficile quand on est sur un indicateur qui est plurifactoriel de mesurer le bénéfice de ce contrat ou de cette relation ou de la mise en place de ces plans de performance. Il ne doit être pas trop facile à atteindre, mais non plus pas impossible à atteindre, puisque comme on l'a dit, on est sur une relation de confiance, un partage de risque, donc de mettre d'emblée des cibles inatteignables, ce n'est pas du tout dans l'état d'esprit, en tout cas, de ces contrats de partenariat. Le choix est très structurant, puisqu'il est en cours d'exécution, il est au cœur de la relation établissement industriel et surtout, il nous sert à piloter le contrat et piloter en tout cas la mise en œuvre de la solution. Donc ça, on l'a déjà dit, il est à définir très précocement, il doit être négocié, il doit être acté conjointement, donc il n'est pas du tout envisageable, ou en tout cas pas du tout dans l'état d'esprit d'avoir des indicateurs qui soient figés, qui soient imposés à l'une ou l'autre des parties. Donc, c'est vraiment à définir conjointement au regard des objectifs fixés. Et effectivement, un des freins majeurs qu'on a tous dans nos établissements sont les outils. Puisqu'il arrive sur ce type de projet d'achat complexe qu'on renonce à certains indicateurs qui nous sembleraient pertinents parce qu'on n'a pas les outils ou en tout cas on n'a pas les méthodes de suivi qui nous permettent de le faire de façon assez fréquente, de façon assez sécurisée ou de façon assez simple sur la durée. Donc le suivi, de plus le suivi dans la mesure du possible doit pouvoir se faire de façon contradictoire entre les parties ou en tout cas de façon très définie entre les parties. Et donc, ça montre, on y viendra dans la suite de la présentation, que ce type d'échange, en fait, en tout cas, ce type de contractualisation ne peut passer, alors c'est assez restrictif, mais doit passer préférentiellement par des procédures qui permettent des échanges entre l'industriel et l'établissement, de type dialogue compétitif, procédure avec négociation, ou quand cela le permet, par des marchés négociés avec des marchés négociés quand on est sur de l'exclusivité, par exemple. Et donc, on doit impérativement, en tout cas, intégrer des phases d'échange entre les parties, même si la phase amont, la phase de sourcing et la phase pré-consultation est extrêmement importante, mais il faut quand même prévoir des phases d'échange entre industriels et établissements en cours de passation. Merci, Mme Mermet. Je reviens sur le KPI, c'est un anglicisme, on parle de critères de performance, qu'on a mis dans le titre. Une question sur les... a priori, c'est sur les indicateurs, l'indicateur de suivi. La question des indicateurs de suivi de marché pourrait-il être considéré comme un critère aussi de mesure de performance?
Alors en fait, sur le principe, oui, un indicateur de suivi sert toujours à mesurer la performance, mais la performance de ce qu'on a défini. Donc on peut classiquement, en dehors de ces contrats basés sur la valeur, on peut mesurer la performance de la logistique d'un fournisseur, la performance de l'exécution d'un contrat. Donc ça, c'est assez classique. Là, quand on parle d'indicateurs clés très spécifiques, on mesure l'atteinte de l'objectif en termes de valeur. Donc, si l'objectif est de diminuer de X% à la durée moyenne de séjour, eh bien, je mesure cette atteinte de la performance et j'embarque une partie du paiement sur cet élément-là, par exemple. Donc, on a des indicateurs de suivi à mettre en place au regard des objectifs fixés, mais effectivement, on sort des indicateurs ou en tout cas des critères de suivi classiques. D'accord. Ce qui nécessite des outils spécifiques et qui en fait la complexité dans nos établissements. Merci, Madame Mermet. Je propose qu'on avance, qu'on passe donc à notre dernière partie qui va concerner les outils. Cette fois-ci, l'angle juridique a été un peu abordé par Madame Mermet, on va un peu l'approfondir donc avec Sophie Carlier sur les outils pour sécuriser de la valeur au travers du programme phare sur les achats complexes. Madame Carlier, je vous laisse la main. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je dirais déjà en introduction que beaucoup de choses ont été dites déjà par l'ensemble des intervenants et je ne peux qu'approuver ce qui a été dit. Donc, moi, je représente la DGOS et le programme phare donc, qui tient à travailler avec l'ensemble des établissements publics ainsi que les ESPIC dans le cadre du projet donc, des achats leviers complexes qui a été initié cette année et qui a démarré officiellement le 3 octobre, je dirais, à travers des pilotes qui vont durer une année et je ne peux que confirmer ce qui a été dit concernant le changement de paradigme, aussi bien au niveau de la gouvernance que des méthodes d'achat. Donc, moi, je commence cette présentation par une maxime de Warren Buffett donc, qui précisait que le prix est ce que l'on paye et la valeur ce que l'on obtient. Donc, ce qui précise, enfin, ce qui laisse augurer de l'importance de tout ce qui a été dit tout à l'heure en termes de définition des objectifs, des indicateurs et de sécurisation de cette valeur. Donc, la valeur pour la DGOS est un nouveau marqueur de performance, enfin, dans le cadre des pilotes qui sont initiés donc jusqu'en 2023. Est-ce qu'on peut passer à la page suivante? Donc, les achats complexes permettent donc d'adresser de nouvelles sources de performance et d'efficience qui sont fondées sur la valeur. On entend par achat complexe donc des nouvelles méthodes d'achat innovantes qui sont en coût complet basées sur la valeur, qu'elles soient économiques ou non économiques. Et bien entendu, cette valeur doit être mesurable à l'aide des indicateurs qui ont été précisés, enfin mentionnés par Mme Mermet. Donc, on parle d'éléments objectivables ou des preuves et on comprend toute la difficulté que l'on aura à mener ce projet pour obtenir des preuves et des données qui nous permettront de faire des justes mesures, en fait, de cette valeur. Et les implications, donc rien de nouveau par rapport à ce qui a été dit, donc un partage de risques entre les parties prenantes, une obligation de résultat et puis une rémunération qui est influencée par ce résultat via le mécanisme de bonus-malus. Ce type d'achat nécessite de nombreux échanges entre les parties prenantes d'une part, et on a parlé de changement de paradigme au niveau de la gouvernance et des différentes parties prenantes au niveau des établissements, fonctions médico-soignantes et toutes les autres fonctions, et puis également avec les fournisseurs. Donc, on souhaite au niveau de la DGOS, à travers les pilotes, et on a une vingtaine d'expérimentations qui vont être menées, dont 13 qui vont démarrer avant la fin de l'année. Donc, mettre en œuvre autant que possible des marchés globaux de performance. Et on va s'appuyer aussi bien sur des dialogues compétitifs en termes de procédures, des pannes, mais également, donc on a le cas également d'une procédure non publiée, donc, et donc avec un seul fournisseur.
En termes de champs d'application, il y en a 3. Donc, on a d'abord le parcours patient et on va se retrouver essentiellement sur des dispositifs médicaux et des services associés. On a également les fonctions médico-techniques où on sera sur des gros équipements. Et puis, il y a un 3e chantier qui ne nous concerne pas forcément aujourd'hui, mais qui sont les activités qui sont éloignées du soin. Et le projet va s'attacher vraiment à proposer des outils juridiques et achats qui sécurisent cette création de valeur dans ces 3 champs d'application. Donc, tout à l'heure, en introduction, Mme Chabloz avait gentiment rappelé en tout cas cette description de ce que sont les achats par la valeur par rapport donc le value-based procurement par rapport au value-based healthcare. Donc, j'insiste sur le mot résultat, puisque ce que l'on va s'attacher à faire, donc au niveau du projet que l'on est en train de mener avec la vingtaine d'établissements donc publics et puis également ESPIC, donc ça sera vraiment relié donc ce résultat à un prix. Donc le résultat qui importe aux patients, aux soignants, à l'hôpital, au système de santé et puis à la société, sachant qu'on considérera également, donc en plus de valoriser ces résultats au sens de ces différentes composantes, donc patients, soignants, hôpital, système de santé, voire société, sur les démarches aussi RSE. Donc on s'attachera également à considérer le prix d'un produit ou d'un service. Donc j'entendais également ce que je faisais référence, Madame Chabloz, à ce que vous mentionniez au début. Donc, le prix restera quand même important puisqu'il faudra trouver le bon équilibre entre justement les taux d'utilisation des équipements, si je prends cet exemple, et donc le nombre d'actes et le mécanisme de bonus-malus que l'on mettra en œuvre. Donc, l'équilibre, il sera quand même à trouver dans notre démarche. Et bien entendu, donc on ramènera donc ces résultats au coût totaux, mais dans un premier temps, donc on va insister, enfin je vais m'attarder sur cette notion de résultat. Si je peux passer à la diapo suivante. Et donc avant d'y arriver, donc, et comment expliquer comment on souhaite le relier à un prix, donc je partage ici quelques exemples de leviers de création de valeur, donc qui confirment également ce qui a été dit précédemment. Donc on voudrait valoriser, donc on va financiariser certains indicateurs, donc qui peuvent mesurer la réduction des coûts qui sont liés aux complications médicales, la diminution de la durée moyenne de séjour, qui permet également de tenir compte, enfin une hausse de l'activité. Donc, et tout cela, on le mesurera en termes de valeur économique, et en valeur non économique, on pourra mesurer la meilleure récupération du patient, l'amélioration des conditions de travail également des soignants, et puis un accès à des solutions innovantes pour l'hôpital ou le patient. Donc, je mentionne quelques exemples. Je pense qu'on n'aura pas le temps de tous les mentionner. Et donc, si vous le voulez bien, donc je propose de passer à la diapo suivante. Donc, tout cela pour vraiment expliquer ce changement de paradigme en termes de technique d'achat. Donc, on souhaite non plus, enfin, passer d'un achat de services ou de produits seuls fondés sur le volume à un achat de résultats. Donc, on parle de mécanismes bonus-malus, d'approche en coût complet basée sur la valeur, de partage de risques, de prise en compte également de l'impact positif ou négatif de ce type d'achat sur l'ensemble des fonctions qui sont associées à l'achat, et puis l'outil juridique que l'on souhaite privilégier et le marché global de performance. Donc, pour sécuriser cette valeur, donc on a mis en place, en tout cas, on mettra à disposition des acheteurs et des équipes achats qui sont impliqués dans les pilotes, ce que l'on appelle un pas à pas. Enfin, c'est une méthodologie qui leur permet de
caractériser, de sécuriser la valeur. Donc, avec cinq étapes, donc la définition de la valeur, le processus de modélisation économique de la valeur, la sécurisation de cette valeur, la mise en œuvre contractuelle et le pilotage. Donc, je me permets d'insister, pour faire également un lien avec ce qui a été mentionné avant dans le deuxième processus de modélisation économique de la valeur. Donc, on va évaluer des valeurs cibles ou des résultats plutôt cibles, donc financiariser les indicateurs, définir des paliers d'application également du bonus et de malus. Donc, vous avez compris l'équilibre qu'il faut trouver pour définir le bon niveau de bonus et de malus en définissant également des bornes pour éviter de transférer, par exemple, des risques d'exploitation sur le fournisseur ou alors d'avoir une rémunération qui ne soit pas liée exactement aux résultats recherchés. Donc, très important de calibrer ces bonus-malus et puis définir les modalités donc, de pilotage de ces gains et des autres bénéfices. Donc, je faisais juste une petite aparté sur ce processus qui est assez long, mais qui est très important dans la caractérisation et la sécurisation de la valeur. Comme il a été dit tout à l'heure, donc il est très important de hiérarchiser les objectifs, de hiérarchiser également les indicateurs, d'en avoir pas trop. Donc, et ces indicateurs, donc, comme ce qui sera fait dans le cadre de cet exercice, vont déterminer donc toute la suite en fait de ce qui sera contractualisé et également le pilotage de cette valeur. Donc, on attachera dans le cadre de ce projet beaucoup d'importance à cette étape de caractérisation et de sécurisation de la valeur. Alors justement, vous avez prévu un tableau sur le mécanisme bonus-malus pour qu'on comprenne bien. Oui, donc vous avez compris que la valeur, c'est le rapport entre le résultat et le prix. Donc, il conviendra dans le cadre de cet exercice de relier le prix à ce résultat. L'idée, c'est que dans le cadre des négociations, donc le résultat revendiqué, donc en tout cas qui aura été négocié dans le cadre des discussions, des négociations entre le fournisseur et l'établissement corresponde à un prix cible qui sera négocié. Donc, on auditera. Donc, ce qu'on propose, c'est d'auditer grâce aux preuves donc, ces résultats, ce qui permettra ensuite d'appliquer le bonus et le malus dans un second temps. Et comme donc, je le précisais tout à l'heure, donc l'amplitude du bonus et de malus maximum sera prédéfinie par l'établissement afin d'éviter tout risque de déséquilibre, ce que je mentionnais tout à l'heure. Merci. Les risques. Alors, les risques, donc on en a identifié dans le cadre du projet, en 3 catégories. On les a classés en 3 catégories. Des risques inhérents aux marchés globaux de performance, des risques opérationnels et puis des risques spécifiques à chacune des expérimentations. Et donc, l'analyse de risque dans le cadre de ce processus de caractérisation et de sécurisation de la valeur sera le point de départ également pour les mitiguer correctement. Alors justement, quand on parle de risque, on va attacher sur un dernier sondage. Ce n'est pas évident. La question qu'on vous pose maintenant, c'est le dernier effort qu'on vous demande. Quels sont, selon vous, les risques majeurs qui sont inhérents au marché global de performance et qu'on les a vus? On vous demande de sélectionner 3 propositions. Donc, à vous de dérouler sur votre téléphone. Donc, je vous laisse, Sophie Carlier, présenter les 8, voire les 9. Puisqu'on a... Alors, le premier risque que l'on a identifié, c'est l'annulation d'un marché pour cause de mauvaise définition des besoins. Le second, c'est le risque de recours des candidats, voire donc sélection d'une solution partiellement satisfaisante, qui est donc liée à une mauvaise définition des critères de sélection du fournisseur. Le troisième risque, c'est la difficulté d'application des bonus-malus, voire d'annulation du marché pour cause de manque d'encadrement financier des performances. Ensuite, le quatrième, c'est un risque de défaillance du fournisseur. Le cinquième, c'est le risque de non-respect de la protection des données personnelles. Un sixième risque, c'est la mauvaise exécution du marché qui est due au non-respect des obligations contractuelles. Un septième risque,
et la perte de chance du patient, donc on n'y pense pas souvent, mais liée à l'accès aux produits innovants insuffisamment protégés par des droits de propriété intellectuelle mal négociés. Et puis le dernier risque, ce sont des situations imprévisibles, cas de force majeure par exemple. Et donc, donc on est ouvert également à d'autres suggestions, mais ça nous intéresse d'avoir votre avis sur les 3 risques les plus importants. Donc là, vous avez 3 heures pour réfléchir. C'est complexe. C'est vrai que ça fait beaucoup. C'est pas évident. De toute façon, ces sessions sont enregistrées. Vous pourrez aussi revenir dessus, les réécouter par la suite grâce à Reformat. Voilà, mais en tout cas, c'est des points qui sont surlignés qu'on souhaite regarder. Juste, on va regarder rapidement les résultats puisqu'il est déjà 17h29 et puis on va avancer pour conclure. Globalement, le point qui est ressorti, c'est les difficultés d'application des bonus-malus et les recours des candidats, voire solutions partiellement satisfaisantes. Et le troisième, c'est les mauvaises exécutions du marché. Donc, ça donne une rapide idée. Je vous invite vraiment à réfléchir aussi, puis on continuera la discussion. Alors, comme il est 17h29, on va aller vers la conclusion. Je veux juste rappeler que ces initiatives qui sont nouvelles, innovantes. Pour cela, on accompagne avec Reformat, on a lancé des trophées sur des processus innovants d'achat basés sur la performance et bénéfices patients. Donc, c'est un geste, voilà, c'est un petit plus pour récompenser toute équipe, publique ou privée, qui se lance sur un projet de ce type-là, un projet un peu plus complexe, qu'on a vu, qui demande une certaine transversalité, un certain leadership. Donc, à la fois un prix de la créativité, si le projet n'est pas abouti, ou le prix de la meilleure pratique achat innovante d'achat de 3 500 €. Donc, c'est le 5e trophée. Donc, un certain nombre d'équipes ont déjà bénéficié de ce trophée-là dans le passé. Donc, voilà. Donc, on est heureux de relancer avec Reformat ce projet-là. Donc, vous voyez le petit trophée qui est assez sympathique. Et puis, donc, c'est un appel à candidature qui sera lancé dès novembre. Donc, toutes les informations sont sur le site Reformat à partir de novembre. Et donc, vous aurez, établissements intéressés, jusqu'au juillet 2023 pour candidater à ce prix. Et le jury est composé d'un certain nombre de personnes qu'il y a autour de la table ce soir. Voilà, il est 17h30. On voulait vraiment vous remercier pour déjà des sondages apparaissent. C'est rapide. Donc, en tout cas, merci pour votre écoute. C'est à réécouter par la suite. N'hésitez pas à relayer l'information, relayer. Il y a beaucoup d'informations qui ont été partagées. Merci au groupe d'intervenants. Merci à tous. Et puis, ce sera l'occasion de revenir à nouveau sur ce sujet passionnant. Merci beaucoup et à très vite.